va se congestionner un petit peu. La congestion, c'est ça. Ça, c'est le top. Bonjour, c'est Stéphane d'Ideal Body. Alors il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo d'introduction sur le grand champion qui était Reg Park. Reg Park, c'est un champion des années 50, 60, 70 même. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu les grands principes. On va résumer en 5 points les principes de base de son entraînement à lui, à Reg Park, et aussi aux gens de son époque, parce que Reg Park a été le mentor de nombreux bodybuilders, et notamment d'Arnold Schwarzenegger. Donc c'est quand même pas n'importe qui, je pense qu'on peut l'écouter. Si Arnold a pris exemple sur lui pour bâtir ses premiers entraînements et se bâtir son légendaire physique, je pense qu'il y a certainement des choses à prendre dans l'entraînement de Reg Park. Donc on peut aller chercher dans les entraînements vintage, il n'y a pas que ce qui est nouveau qui est bien. Ce qui marchait il y a 40 ans et même plus, normalement ça marche toujours aujourd'hui. Donc on va voir le premier principe. Premier principe de l'entraînement vintage, années 60, 70, 50, et principalement celui de Reg Park, utiliser des charges libre, pas de machines compliquées, à l'époque ils se prenaient pas la tête sur les marques des machines et ils se demandaient pas si telle marque de machine allait leur donner des muscles mieux que la salle d'à côté, etc. Ça n'existait pas et c'était très bien. D'ailleurs quand vous voyez les photos des anciens athlètes, souvent ils ont une barre de squat sur les épaules, des haltères, ils sont sur un banc et puis on voit pas grand chose, on les voit pas trop s'entraîner autrement. Et malgré tout, ils ont des physiques absolument très très massifs et surtout ils sont très très forts. Il faut savoir que c'était des athlètes en général plus forts que les athlètes d'aujourd'hui. Et ça, c'est dû en partie à l'utilisation de poids, de charges libres, donc haltères, barres. Donc pourquoi est-ce qu'on devient plus fort, plus massif, et pourquoi eux privilégiaient les charges libres, les machines ça existait, mais bon, c'est pas, eux couraient pas après. C'est parce que simplement lorsque l'on utilise une charge libre, on va faire intervenir beaucoup plus de muscles que sur une machine. Sur une machine, vous êtes guidé. Donc il y a tout un tas de muscles stabilisateurs qui ne vont pas intervenir, alors qu'ils interviennent quand vous utilisez des haltères ou des barres. Donc là c'est donc très important de s'entraîner au moins en grande partie avec des charges libres. Deuxième raison pourquoi les charges libres donnent plus de force, ça permet de mettre lourd. Souvent sur les machines, on est limité à la pile de poids et c'est plus facile de mettre lourd sur une machine
que avec des charges libres. Donc quand on est habitué à travailler lourd avec des charges libres, on est réellement fort. Alors que vous pouvez, je sais pas moi, sur la machine à biceps, là, la Riscode, vous mettre peut-être lourd, ça ne veut pas forcément dire que vous serez fort aux tractions, au curl avec haltère. Voilà. Alors que si vous êtes fort au curl avec haltère, vous serez certainement très fort sur la machine la Riscode. Voilà. Donc voilà pour le premier principe que je vous invite bien sûr à appliquer. Passer plus de temps sous des barres et avec des haltères à la main. Deuxième principe de base de l'entraînement vintage et principalement celui de Rec Park, l'utilisation de mouvements de base. Par mouvement de base, j'entends mouvements polyarticulaires, c'est-à-dire des mouvements qui vont solliciter plusieurs articulations en même temps, qui vont mettre en mouvement plusieurs articulations. Ça veut dire qu'il y a des mouvements à éviter forcément. Tout ce qui est curl, et bien ça marchera moins bien que des tirages, évidemment. Ça donnera moins de volume et de force globale, parce qu'évidemment, lorsqu'on fait des chin-up avec les mains en supination, en utilisant ses biceps et son grand dorsal, bah forcément on fera intervenir beaucoup plus de muscles, ça demandera beaucoup plus de force. C'est beaucoup plus fonctionnel et donc ça développe beaucoup plus de fibres musculaires, donc plus de force et plus de masse avec des mouvements de base, donc polyarticulaires. Donc là, j'ai pris un exemple pour le bras. Donc là, le mouvement d'isolation pour les biceps ne mobilise que l'articulation du coude, les curls, et les tractions. Chercher le mot, c'est pas compliqué, traction. Les tractions en supination vont mobiliser l'articulation du coude et l'articulation de l'épaule aussi. Voilà. Des mouvements polyarticulaires réalisés avec des barres, comme on l'a vu dans le principe précédent, donc des haltères, mais principalement des barres. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle toujours maintenant, je ne sais pas si ça se dit encore, mais il y a certainement ce qu'on appelle le Big Five. Le Big Five, c'est l'ensemble des 3 gros mouvements principaux. Les 5 mouvements principaux, Big Five. Et ces 5 mouvements, c'est tout d'abord le squat. Alors le squat, mouvement polyarticulaire par excellence, ça fait travailler toutes les articulations, de l'épaule à la cheville. Donc ça travaille l'ensemble des muscles du corps, sans exception. Donc pour prendre de la masse, même en haut du corps, il faut faire du squat. Et ça, nos prédécesseurs en musculation l'avaient très bien compris. C'est vraiment la base du mouvement. Si on n'avait qu'un seul à faire, eh bien, ce serait celui-ci. C'est excellent pour le cœur, pour développer la cage thoracique. Donc le squat. Et quand on parle de squat, on ne parle pas du squat qu'on voit souvent maintenant, qu'on a toujours vu malheureusement en salle, squat qui se résume à léger fléchissement de la jambe. La plupart des gars ne savent pas aujourd'hui descendre les fesses au niveau des genoux, quand on voit nos amis des années 60-70, les gars au physique super harmonieux et super fort, on les voyait carrément presque accroupis. Donc il vaut mieux mettre moins lourd et puis faire un squat complet, évidemment. Donc pas de triche, mouvement de base, propreté des mouvements. Donc j'ai parlé du squat, premier mouvement de base par excellence. Le deuxième, c'est le soulevé de terre. Alors, celui qui développera le plus de masse, c'est le soulevé de terre traditionnel, celui où on fléchit les jambes, où le cul est bas au départ, et puis on pousse sur les jambes pour se mettre debout. Il existe aussi le soulevé de terre roumain, soulevé de terre jambes tendues. C'est très bien aussi, ça développera moins de masse. Ça reste un mouvement de base, mais quand on dit soulevé de terre, c'est vraiment le soulevé de terre départ jambes fléchies. Ensuite, le coucher, mouvement de base par
par excellence aussi pour le haut du corps, hein. Il n'y a rien qui donne autant de masse au buste que le développé couché. Ensuite, les 3 mouvements qu'on vient de voir là, c'est les 3 mouvements principaux, les 3 sur lesquels il faut baser, autour desquels il faut faire tourner son entraînement. C'est les mouvements du powerlifting. Ensuite, on rajoute là-dessus du développé militaire, mouvement principalement pour les épaules, mais qui va stimuler aussi les trapèzes, le triceps, le haut de la poitrine. Donc excellent mouvement, le développé militaire. Attention, quand on parle de développé militaire, on parle de développé militaire avec une barre réalisée debout, jambes tendues, sans tricher, hein, sans fléchir les jambes pour envoyer la barre, sans rebondir. Enfin voilà, regardez sur internet, il y a des bons tutos là-dessus, mais le vrai développé militaire, c'est avec une barre et c'est debout. Voilà. À ça, 5e et dernier mouvement du Big Five, le rowing, buste penché. Buste parallèle au sol, on prend avec une barre. Charge libre, bien sûr, hein, on ne parle pas à la T-bar, la barre. Hop, voilà. Pourquoi la barre? C'est tous ces mouvements, vous avez remarqué, le Big Five, hein, donc c'est 5 mouvements qui se font avec des barres. Pourquoi? Parce qu'on ne mettra jamais aussi lourd avec des haltères qu'avec des barres. Et la théorie de nos anciens était que plus on mettait lourd, plus on prenait de muscles, de force, donc de muscles. Simple, hein, voilà. Donc voilà pour le type de mouvement qu'il faut privilégier. Puis après, si vous avez encore le temps et de l'énergie, vous pouvez rajouter des tractions, des dips. Après, vous emmerdez sur des poulies ou si vous préparez une compétition de bodybuilding, que vous voulez avoir telle partie du biceps saillant parce que vous êtes complément sec et vous percevez qu'il manque peut-être à tel endroit, voilà, la boule du biceps qui n'est pas assez pointue, je sais pas, ouais, d'accord. Mais si vous voulez prendre de la force, vous débutez ou pas en musculation, vous avez, je sais pas, 5 ans d'expérience, vous voulez prendre du volume, vous vous emmerdez pas, allez direct au but, passez du temps sur ce qui rapporte, quoi. Voilà, donc mouvement de base. On va passer au troisième principe. Troisième principe de base de l'entraînement vintage, la recherche de la force avant tout. Selon beaucoup de nos prédécesseurs de l'époque d'Arnold pensaient que la force précédait la masse musculaire. Alors ça peut être controversé par tout un tas d'études scientifiques, mais bon, l'expérience a prouvé à l'époque que bon, ça marchait, quand même quelque chose qu'on peut écouter. Et puis c'est toujours sympa d'être fort, hein, au-delà d'obtenir de la masse, c'est toujours sympa d'avoir des muscles efficaces. Donc on recherche avant tout à soulever lourd, mais proprement. Si vous mettez lourd mais que la répétition, que le mouvement est dégueulasse, c'est zéro. Vous n'avez pas fait le mouvement, ça ne compte pas, d'accord? On s'entend bien, hein. Lourd, ça ne veut pas dire 200 kg au squat, je déverrouille juste le genou et je le reverrouille, quoi, d'accord? Donc la force et la progression, nos anciens la mesuraient en augmentation des poids. À chaque semaine, voire à chaque séance, selon le type de programme, eh bien, on augmentait la charge, peu, hein, mais d'environ 2,5 kg, jusqu'à ce qu'on atteigne un plateau. Quand on atteignait le plateau, on restait au poids au-delà duquel on ne pouvait pas aller. Et puis, lorsque ça passait facilement, eh bien, on rajoutait à nouveau 2,5 kg. Et tant qu'on pouvait monter, on montait, on rajoutait 2,5 kg par semaine ou par séance, tant qu'on pouvait. Donc ça m'amène, cette théorie, à la prochaine, au prochain principe, le quatrième, qui est le 5x5, qu'on va voir maintenant. Le principe du 5x5, il s'agit tout simplement de faire 5 séries de 5 répétitions sur chaque exercice de base. 5 séries, 5 répétitions,
uniquement sur les 5 mouvements du Big Five dont j'ai parlé précédemment. Donc dans votre entraînement sur la semaine, eh bien, vous ferez 5 séries de 5 au squat, 5 séries de 5 au soulevé de terre, 5 séries de 5 au développé couché, 5 séries de 5 au développé militaire et au rowing. Tous les autres mouvements, si vous en rajoutez, si vous faites des tractions, des dips, eh bien, vous faites plutôt des séries de entre 8 et 12 répétitions. Hein. C'est très éprouvant pour le système nerveux quand même, la série de 5. C'est intéressant parce que ça permet de prendre de la force sans aller assez taper dans le système nerveux pour se mettre dedans et puis risquer le surentraînement et ne plus progresser. Ça stimule la croissance musculaire, la masse musculaire, l'hypertrophie, beaucoup plus que ne le ferait une série de 2, 3, 4 répétitions. Donc la série de 5, si on veut un mix entre la masse musculaire et la force, le 5x5, même chez les powerlifters, hein, c'est quelque chose de très connu. Chez les bodybuilders, c'est de moins en moins utilisé, mais à tort malheureusement, parce que c'est une technique qui est très efficace pour les bodybuilders naturels, enfin naturels ou pas naturels, mais les produits que les bodybuilders prennent aujourd'hui leur permettent en grande partie de se passer de ce type d'entraînement de base, et même s'ils touchent à des poulies, à des machines qui ne sont pas forcément aussi efficaces que ce dont je vous parle là, et ben ils vont progresser parce qu'évidemment ils prennent des produits qui leur permettent. Voilà. Je ne jette pas la pierre à ces gens-là, hein. C'est pas une critique, c'est juste que vous compreniez pourquoi vous voyez des types énormes et secs qui restent accrochés à la poulie et à leur machine et qui deviennent absolument énormes. Voilà. Donc ça c'est possible à certaines conditions. Maintenant, si vous êtes naturel, si vous souhaitez le rester, et puis si vous voulez développer de la force et un physique fort, massif, équilibré et sain, les principes dont je vous parle maintenant ne sont pas les seuls qui existent, mais c'est une piste très intéressante à suivre. Voilà. Donc le 5x5, on verra plus tard comment, dans une autre vidéo, j'expliquerai comment mettre en place la répartition des exercices dans la semaine. Hein. Il ne s'agit pas de faire tous ces exercices-là, de faire 5 séries de 5 sur tous ces exercices-là à la suite, parce que vous allez sortir de la salle complètement sur les genoux. Donc on va voir comment répartir ça, mais dans une autre vidéo. On va voir pour l'instant le cinquième principe. Cinquième et dernier principe, enfin dernier parmi ceux que j'ai sélectionnés, dernier principe de l'entraînement vintage, le full body. Full body, tout le corps, donc à chaque fois qu'on s'entraîne, c'est l'ensemble du corps. Avantage, eh bien, ce type d'entraînement permet de stimuler au maximum la production de testostérone. De plus, on passe moins de temps sur un groupe musculaire, forcément, hein, puisqu'on va le faire plusieurs fois par semaine, mais forcément, comme on va travailler tout le corps, on va passer 1 heure sur chaque groupe musculaire, donc il y a très peu de séries par groupe musculaire, et donc on peut se donner à fond et travailler lourd sur chaque groupe. Voilà l'intérêt du full body. Par contre, faire du full body, pour ceux qui aiment s'entraîner 5 fois par semaine, ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas travailler 5 fois tout le corps par semaine. En général, les athlètes dont je parle là s'entraînaient 3 fois par semaine. Assez longtemps, très intensément, lourd, en force, mais 3 fois par semaine parce que ils avaient des jours qu'ils appelaient nous on appelle ça des jours de repos, où on s'emmerde et on va aller à la salle pour aller socialiser ou je sais pas quoi, ou passer du temps sur sa petite poulie qui ne sert à rien, qui a gonflé les pectoraux pour 1 heure et pour aller se la raconter. Eh bien eux, les jours de repos, pendant lesquels aujourd'hui quelques athlètes
perdent leur temps à la salle, eh bien eux, ils appelaient pas ça des jours de repos, ils appelaient ça des jours de construction, des jours de... je trouve plus le mot. Et en fait, pour eux, c'était un jour où le muscle allait grossir. Alors que l'entraînement, c'est un jour où vous agressez votre muscle, c'est un jour où vous allez maigrir. D'accord ? J'exagère, mais c'est un jour où votre fibre musculaire va être agressée. Donc c'est absolument pas les jours d'entraînement que le muscle va devenir plus fort et plus gros. Donc il y avait 4 jours de repos par semaine, et ouais, ça fait 4 jours pour grossir. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Là, ils mangeaient. Voilà. Si vous emmerdez, bouffez. Ce qui est important, c'est la qualité de l'entraînement et non pas la quantité, et bien sûr le choix des exercices. Et pour en revenir au full body, eh ben, quoi qu'on en dise, c'est très très bien. Voilà, donc pour conclure, cette vidéo m'a été inspirée par l'entraînement de Reg Park, qui était le mentor d'Arnold Schwarzenegger, je vous le rappelle. Et je ferai prochainement une vidéo sur la répartition dans la semaine de son entraînement, donc du 5x5. Parce que là, vous avez les grands principes de base, mais il va falloir organiser ça un petit peu sur la semaine, de façon à ce que ce soit organisé et le plus efficace possible. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, merci de partager, liker, abonnez-vous à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.